Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Et si vous changiez de vie? La Nouvelle-Aquitaine, c'est un territoire plein de promesses, dynamique, de grands espaces naturels, des activités multiples, la convivialité, la gourmandise, la fête. C'est aussi un territoire qui compte plus de 5000 entreprises à reprendre. Alors, si vous cherchez à devenir votre propre patron ou si vous êtes entrepreneur à la recherche d'un nouveau projet, le 30 novembre à Paris, la Maison de la Nouvelle-Aquitaine organise une journée autour de la reprise d'entreprise. La région accueille plus de 500 000 TPE ou PME et plus de 100 000 dirigeants qui ont plus de 50 ans. Le 30 novembre, venez découvrir plus de 5000 entreprises, tous secteurs confondus, à reprendre en Nouvelle-Aquitaine. Vous pourrez rencontrer et échanger avec des conseillers et experts en transmission d'entreprise qui sauront vous informer sur les aides financières existantes, les démarches et les formations. Ils vous proposeront un accompagnement personnalisé, quel que soit votre profil. Vous pourrez également échanger avec des territoires qui répondront à toutes vos questions sur votre nouvelle vie en Nouvelle-Aquitaine et l'accueil qui vous sera réservé en famille. Alors rendez-vous gratuitement le 30 novembre 2023 à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, située au 21 rue des Pyramides à Paris. Retrouvez plus d'informations et inscrivez-vous gratuitement sur www.tinyurl.com/reprise sans S NA. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Antoine Montbrun. Ancien juriste en droit éthique des affaires chez Engie, Antoine est aujourd'hui l'un des experts français de la crypto-monnaie. Il est directeur des opérations du Journal du Coin, le média numéro 1 sur la crypto-monnaie en France, et a fondé sa propre entreprise de consulting, Yellow Consulting. Il est suivi par plus de 40 000 abonnés sur Twitter sous le pseudo Esprit Cryptique. Après le bac, Antoine se lance dans des études de droit, un choix par défaut, et se spécialise en droit éthique des affaires. À la fin de son M2, il est recruté en tant que juriste chez Engie, l'entreprise où il a fait son alternance. Antoine gravit les échelons. Les opportunités s'enchaînent sans qu'il ait le temps de vraiment réfléchir à ce qu'il souhaite faire. Jusqu'au jour où il dit stop, 4 ans plus tard. Parallèlement, Antoine a découvert les crypto-monnaies alors qu'il était encore étudiant. Appâté par le gain, comme il le dit, il commence à investir et gagne beaucoup d'argent, jusqu'au jour où il perd quasiment tout. Antoine décide alors de s'y intéresser de plus près et de comprendre le fonctionnement des crypto-monnaies. Il s'auto-forme pendant 4 ans et se passionne pour le sujet. Aujourd'hui, Antoine se consacre à sa passion à temps plein depuis 2022. Il est l'un des experts français de la crypto-monnaie et est notamment speaker à de nombreuses conférences. Antoine est directeur des opérations du Journal du Coin, le média numéro 1 sur les crypto-monnaies, et a fondé son entreprise de consulting Yellow Consulting. Alors avec Antoine, on a évoqué sa carrière de juriste, l'inertie des grosses entreprises, son voyage en Australie avec sa compagne Cassandre, le monde mystérieux des crypto-monnaies, les jugements de la société auxquels il fait face lorsqu'il parle de son job, comment il a vécu la dernière chute des crypto-monnaies et s'il y a encore un avenir pour les crypto-monnaies. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Antoine. Bonjour Antoine, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Salut Claire, merci pour l'invitation. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Antoine, j'ai 28 ans. Je travaille dans le secteur des crypto-monnaies. Donc, je suis directeur des opérations d'un média qui s'appelle le Journal du Coin, qui est le média numéro 1 dans le secteur. J'ai monté une société avec 2 associés de consulting aussi, toujours dans les crypto-monnaies, qui s'appelle Yellow Consulting. Et j'ai un compte Twitter à vocation éducative qui s'appelle Esprit Cryptique et qui est suivi par 40 000 personnes à peu près aujourd'hui. Alors, je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on n'a jamais eu encore d'invités dans les crypto-monnaies. C'est un domaine qui est assez obscur et qui fait à la fois rêver, fantasmer. Donc, j'ai hâte que tu nous racontes un peu plus. Et c'est une reconversion pour toi parce que tu faisais quelque chose de, j'allais dire, un peu plus sérieux, même si c'est quand même sérieux les crypto-monnaies. Mais tu avais une carrière plus classique. Est-ce que tu peux nous raconter tes études et ton premier métier ? Oui, bien sûr. Alors, en effet, j'ai pas commencé dans les crypto-monnaies. Je sais pas s'il y a une formation de A à Z pour travailler dans ce secteur
Donc j'étais juriste à la base, juriste en entreprise. Donc j'ai fait 5 ans d'études en droit de manière assez classique, une licence de droit. Après j'ai passé mon master 1 qui était un master en droit des affaires. Et puis je me suis spécialisé en éthique des affaires. Donc ça existe l'éthique dans les affaires. Donc c'est une profession qui était assez nouvelle parce que ça mêle plein de sujets différents qui vont de la lutte contre la corruption à la lutte contre le blanchiment d'argent, la protection des droits humains, le fameux RGPD, les données personnelles, avec des cadres qu'on doit mettre en place finalement pour permettre à l'entreprise pour laquelle on travaille d'être en conformité tout simplement avec la loi sur ces sujets-là. Donc moi, mon rôle, c'était de simplement implémenter un cadre et former les collaborateurs à ces questions-là pour éviter d'être en non-conformité, mais aussi pour préserver, si tu veux, la réputation de l'entreprise. C'est-à-dire que quand on a une information négative qui sort dans la presse sur une grande société, souvent c'est que le responsable éthique et conformité a mal travaillé ou en tout cas qu'il y a eu quelques défauts, quoi. Et où il va se faire virer, quoi. On n'en est pas loin en général. Ouais. Et donc toi, tu travaillais comme juriste pour une entreprise. Comment ça se passait pour toi? Ouais. Alors du coup, j'ai choisi de faire un master en alternance. C'est assez rare en droit, mais j'ai eu la chance de tomber du coup dans un master qui permettait de faire ça. Et j'ai été pris par Engie, qui est donc un énergéticien français, un grand groupe français. Et donc j'ai fait mon alternance chez eux. Et puis après, ça s'est assez vite enchaîné. J'ai eu d'autres opportunités en interne, si tu veux. Donc j'ai toujours été chez Engie, j'ai travaillé 3 ans et demi, 4 ans pour eux, dans différentes entités, mais c'était toujours chez Engie. Ouais. Et ça te plaisait? Comment ça se passait? Est-ce que ça me plaisait? En fait, la difficulté, c'est que je pense que toutes mes études, j'ai su que le droit n'était pas fait pour moi. J'avais fait un peu ce choix, si tu veux, par défaut. En fait, bon, pour revenir un petit peu plus tôt, j'ai fait un bac S, donc j'étais voué à faire des sciences. Je pense que mes parents s'attendaient à ce que je fasse ça. Et puis finalement, année de terminale, ça me saoule. Enfin, c'est pas fait pour moi. Donc je me dis qu'il faut que je trouve un domaine qui est le plus large possible, qui ouvre le plus de portes possible, pour que mon choix finalement ne se fasse pas en terminale, mais il se fasse peut-être un peu plus tard. Voilà, souvent quand on est en droit, on peut bifurquer, arriver en licence sur d'autres thématiques, le journalisme, la politique. Enfin, tu le sais bien parce que tu l'as fait. Donc je m'étais laissé ces portes ouvertes et malgré tout pendant mes études, j'ai pas été passionné dès le départ. Donc j'avais mes années, j'allais peu en cours, mais je validais mes années, je récupérais les cours la veille pour le lendemain pour les examens et je bachotais comme ça, mais sans conviction et sans passion, si tu veux. Donc après, au moment de commencer à rentrer dans ma vie active et de travailler, ça s'est prolongé, c'est-à-dire que c'est évidemment différent, mais l'intérêt pour le sujet était limité. Alors j'ai eu la chance de tomber sur des thématiques qui sont quand même intéressantes, tu vois, en droit, on a beaucoup de professions qui sont aussi simplement de la relecture de contrats. Enfin, ça m'aurait pas du tout plu. Donc là, j'avais la chance de tomber sur des sujets qui touchent quand même la vie de l'entreprise de manière assez profonde, la corruption, les droits humains, etc., etc. Mais j'avais toujours l'idée que c'était pas fait pour moi et c'était une sorte de choix par défaut, si tu veux. Donc ça se passait bien, mais c'était pas la passion, quoi. C'est marrant parce que du coup, tu as fait quand même 3-4 ans chez Engie aussi. Et donc, j'ai l'impression que ça s'est continué un peu pour toi, ce côté, comme à la fac, tu passes toutes les années. Là, c'est pareil, tu passes les grades et puis ça s'arrête pas jusqu'à ce que tu dis stop, en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je saurais pas trop expliquer comment ça s'est passé, mais si tu veux, j'ai souvent eu des opportunités qui me sont un peu tombées dans les bras et donc j'ai pas été amené à vraiment devoir me poser à faire un choix difficile. C'est-à-dire que quand je passe mon master 1, j'accède à un master 2 donc en éthique des affaires et finalement c'est en alternance donc je suis pris par une des boîtes du réseau du master. Je fais mon année, ils me proposent d'y rester et j'évolue comme ça. Et ça va jusqu'à ce que je me dise qu'il y en a marre et qu'il faut que je prenne une décision pour un petit peu faire autre chose, quoi. Mais en effet, j'ai un peu subi les événements au fil du temps et j'étais pas vraiment maître de chaque décision ou en tout cas, je l'ai validé sans grande réflexion, quoi. Et comment tu t'es posé la question alors? Comment c'est arrivé cette question? Alors, bon déjà ça germait depuis un moment parce que déjà entre ma licence et mon master, j'avais fait une année de césure de voyage en Nouvelle-Zélande, donc complètement rien à voir avec le droit. Déjà parce que je me disais ok, le droit c'est bizarre, ça c'est pas trop ce qui est fait pour moi. Finalement bon j'étais revenu encore une fois et j'avais repris le train habituel. Donc cette idée de reconversion, enfin de faire autre chose qui me plaisait vraiment, elle a germé depuis longtemps.
Mais ce qui a vraiment été, à mon avis, le déclic, c'est que je pars en 2020 en Australie. J'accompagne ma compagne qui avait une opportunité de formation sur place. Et donc, c'est une année complètement de break. Il y a le Covid aussi pendant ce temps. Et donc, c'est vraiment l'année de remise en question. On vit une expérience extraordinaire. Et quand on rentre, je me dis qu'il faut que je fasse le choix de me reconvertir, de faire autre chose tout simplement. Malgré tout, encore une fois, j'ai un boulot qui me tombe dans les mains. On est en plein Covid. Il y a peu de certitudes sur la santé économique du pays, etc. Donc, je reviens chez Engie avec à nouveau mon ancien chef qui me rappelle et qui me dit, on a un poste pour toi. Et donc, l'avantage qu'avait ce poste-là, c'est que c'était un CDD d'un an qui deviendra 1 an et demi. Mais au final, j'ai 1 an et demi pour me dire, OK, tu mets un peu de sous de côté, tu renfloues les caisses, tu es en sécurité vis-à-vis de la période Covid. Et là, tu as le temps de réfléchir un petit peu à ce que tu veux vraiment faire. Donc, je pense que c'est l'Australie et le retour en France aussi qui a joué le rôle de déclic vraiment, quoi. Et comment tu as su ce que tu voulais faire? Parce que bon, c'est vrai que beaucoup de personnes se disent bon, ça me plaît pas trop, mais en fait, elles prennent pas la décision parce que voilà, justement, elles sont perdues sur que faire finalement. Donc, Mhm. comment tu as découvert les crypto-monnaies? Comment tu t'es dit c'est ça qui est fait pour moi, je vais en faire mon job? C'est pas évident. C'est vrai que souvent, il y a des gens pour qui il n'y a pas un choix évident dans le sens où ils n'ont pas obligatoirement de passion. Donc moi, j'ai fait une analyse un petit peu, je me suis posé en posant les pour et les contre de ma situation, quelles étaient mes priorités, etc. Et puis quelles étaient aussi mes passions. Et donc j'avais identifié 3 choses. C'était le voyage, c'était le sport et c'était donc les crypto-monnaies. Je vais expliquer pourquoi. Et donc le voyage, bon on était en plein Covid, je voyais pas trop ce que je pouvais apporter, j'allais pas devenir non plus guide du routard quoi. Donc Je pensais que tu allais dire influenceur voyage, mais non, chacun ses références. mais en pleine période Covid, bon, je sais pas si c'était le truc un peu, tu vois, bon. Donc j'avais abandonné cette idée-là. Sport, j'allais pas devenir l'attaquant de l'Olympique de Marseille, donc c'était mort. Et donc il restait les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'était un sujet que j'avais découvert en 2017, donc déjà ça faisait un bon moment. Et finalement, j'avais découvert le sujet par le biais de la spéculation, hein, comme beaucoup au début. C'était la chose qui m'avait intéressé. J'étais étudiant, j'avais 22 ans et je m'étais dit, OK, il y a moyen de se faire un petit billet. J'étais tombé dessus, je crois, sur les réseaux sociaux et je m'y étais intéressé. Bon. Et donc, j'avais profité d'une période assez haussière et en effet, j'avais fait de beaux gains. J'étais très content. Mais comme d'habitude, derrière chaque beau gain se cache une belle chute par la suite. Et donc, le marché a évidemment chuté assez rapidement. Et là, bon, il y a ceux qui quittent le navire et qui se disent, OK, c'était quoi ce truc, cette arnaque? Et puis, il y a ceux qui s'intéressent un peu plus à ce qui se passe derrière, comment ça fonctionne, quelle est la philosophie, l'idéologie, etc. Et donc, moi, j'ai fait ce choix-là d'apprendre un petit peu comment ça fonctionnait, tout simplement. Tu vois, tu parlais du fait que c'est un sujet assez obscur. Voilà, j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et j'avais la chance cette année-là d'être en Master 2 et d'avoir un mémoire à faire de fin d'études. Et j'ai choisi de le faire sur le lien justement entre la compliance et la blockchain. Comment appliquer le droit, si tu veux, à la blockchain et aux crypto-monnaies. Et donc, ça m'a forcé aussi, tu vois, à rester dans le sujet de façon un peu plus technique et philosophique, juridique, etc. Et donc, ça s'est poursuivi de 2017 à 2021 jusqu'à ma reconversion. C'est-à-dire que je suis resté passionné par le sujet et au moment de me reconvertir, ça cochait pas mal de cases. On était dans une période où le marché était plutôt en bonne santé pour les crypto-monnaies, il y avait une certaine effervescence. Et moi, j'avais l'impression que j'avais un avenir éventuellement là-dedans, tu vois. Sans pour autant savoir ce que j'allais y faire, hein, mais je me disais bien que c'était le sujet qui m'intéressait, qui me donnait envie de me lever tous les matins. C'est marrant que tu aies fait ton mémoire dessus parce que justement, je trouve que c'est un peu touchy comme sujet et du coup, c'est un peu aux antipodes justement de tout ce qui est compliance. Justement, le fin mot, si tu veux, de ce mémoire-là, c'était qu'il y a une impossibilité de conformité, d'application de certaines normes juridiques sur la blockchain. Et donc, c'est ça qui m'avait intéressé, c'est que c'était un peu un ovni aussi juridique à la base. Et en fait, c'est un ovni sur plein de thématiques, quoi. Donc après, on va chercher toutes les thématiques sous-jacentes qui sont l'économie, la finance, la politique, la géopolitique. Enfin, tout ça, c'est des sujets que j'ai dû étudier, m'auto-former pendant 4 ans, tu vois, au quotidien, en parallèle de mon boulot, jusqu'à ma reconversion. Et alors, comment ça se passe? Comment tu te dis: «Bon, cette fois, c'est trop» parce que donc tu fais ça pendant ton CDD pendant 1 an, tu dis que tu prolonges jusqu'à 1 an et demi. C'est quand le moment où tu te dis: «Cette fois, c'est bon, je me lance à temps plein»? En fait, je repère une formation qui s'appelle Alira Blockchain, qui est un petit peu à l'époque la seule école qui se dit formatrice sur les sujets de
blockchain, crypto-monnaie, etc. Et voilà, moi je suis pas développeur, je suis pas ingénieur, je suis pas même entrepreneur à l'époque. Je vois pas trop ce que je peux apporter, mais cette formation, elle propose un cursus de consultant blockchain. Je me dis tiens, ça peut être un moyen de rentrer sur le sujet et d'apporter une expertise que la formation va m'apporter, mais aussi que les 4 années de formation en autodidacte m'ont peut-être apporté, quoi. Donc je me dis que voilà, je vais rentrer par ce biais-là. Et finalement, ça se passe pas comme ça. J'arrive à la fin de mon CDD et 4-5 mois avant la formation, que je vais faire au final quand même, hein, je suis sur les réseaux sociaux et puis je me balade un petit peu et je tombe sur pas mal de posts un petit peu euphoriques à nouveau, comme l'euphorie que j'avais eu en 2017 à propos des crypto-monnaies, de gens qui disent avoir fait des gains mirobolants, que c'est l'avenir, qui vont tout quitter leur boulot, tout abandonner. Et donc là, je me dis, ok, moi j'ai eu une expérience il y a déjà 4 ans, à l'échelle de l'histoire des crypto-monnaies, c'est énorme, et donc j'ai peut-être quelque chose à partager à des gens. Et donc à ce moment-là, j'ai un petit compte Twitter avec 50 personnes qui me suivent, que des potes. Et donc je me dis que je vais faire un petit contenu éducatif ce jour-là, complètement par hasard, sans idée derrière la tête, sans plan ni rien, pour dire, ok, attention, l'investissement dans les crypto-monnaies, il y a aussi des risques, il y a ça qui est intéressant, ça qui est dangereux, etc. Et en fait, ça prend. En 2 jours, j'ai 1000 personnes qui me suivent, ça explose. Je me prends au jeu, je fais un deuxième contenu, troisième contenu, et en 2 mois, j'ai 10 000 abonnés. Donc, je suis complètement fou, quoi. Et très rapidement, au bout de 3 semaines, j'ai plusieurs médias du secteur crypto qui me contactent pour me proposer de rédiger des articles sur leur site, tout simplement. Donc en fait, par hasard, si tu veux, encore une fois, je suis rentré dans ce secteur par cette voie-là, par la voie de la rédaction d'articles. Et derrière, j'ai fait ma formation en effet, mais ça s'est passé finalement différemment de ce que j'avais envisagé à la base, quoi. C'est marrant que tu dises par hasard, parce qu'on dirait que tu as un peu le syndrome de l'imposteur, dans le sens où on dirait que tu as du mal à penser que ça vient de toi finalement, ces opportunités. Bah, alors, je pense pas que je suis un imposteur, hein, mais je pense qu'en effet, c'est arrivé un petit peu smooth, entre guillemets, tu vois, c'était doux, c'est arrivé assez naturellement. Alors, il y a eu des étapes, voilà, là, on passe évidemment sur toutes les étapes de remise en question, de questionnement, etc. Mais c'est vrai que ça s'est présenté plutôt facilement. J'ai pas eu une longue période de transition entre mes 2 boulots, de doute. Ça s'est fait assez rapidement et c'est venu facilement, quoi. Peut-être qu'aussi, tu as pris le temps de le faire, tu t'es formé pendant longtemps et donc quand on le fait au bon moment, finalement, c'est plus facile aussi. Totalement, c'est vrai. Et puis, tu vois, moi, ce qui m'a aussi un petit peu aidé, c'est que ma sœur est RH et donc elle m'a dit, tiens, lis le livre Post-Aden. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, tu dois évidemment connaître Clairvy. Mais je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et sans révolutionner ma façon de voir les choses, il a le mérite, en fait, de m'amener à me poser des questions qui m'ont permis de mieux savoir ce que je voulais faire. Et finalement, cette reconversion qui se fait un petit peu naturellement, bah, elle vient de peut-être 6 mois de réflexion autour de ce livre et d'autres checks personnels que je fais sur ce que j'ai envie de faire. Et voilà, donc je pense que ça a participé un petit peu au changement. Et après, en effet, bah, l'opportunité professionnelle, elle s'est présentée d'elle-même, quoi. Mais c'était une part de chance là aussi, quoi. Et c'est quoi la question qui t'a peut-être le plus marqué? Tu vois, la question que tu t'es posée qui a vraiment changé les choses? Je pense que c'est de me demander quelle était ma priorité. Et ça, c'est tout con, mais en fait, je pense que quand j'ai fait mes choix d'études quand j'étais jeune, que j'avais 17 ans, je me disais, il faut que j'ai un beau poste, que j'ai de l'argent, que je sois même reconnu dans ce que je fais, peut-être, etc. Alors, c'était pas clair, hein, mais c'était un petit peu mes objectifs. Et quand j'ai fait le point à, du coup, 25 ans, mon envie était plus d'être passionné par ce que je fais, de pas avoir le blues du dimanche soir, de me lever chaque matin en me disant que c'est ça que je veux faire. Et ça veut pas dire que l'argent n'est pas important, qu'il fallait pas avoir une rémunération parce qu'on doit tous vivre, mais c'était plus ma priorité. Et donc, bah, voilà, j'avais mon CDD qui arrivait à terme aussi, donc j'avais la possibilité de toucher Pôle emploi. On a la chance en France d'avoir ça. Je visais une formation qui était éligible au CPF, donc j'avais une partie de mon CPF qui pouvait me permettre de former à ça aussi. Donc finalement, ça cochait pas mal de cases et je prenais pas un risque énorme, tu vois. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de dette, j'ai 28 ans. Je veux dire, c'est pas à 40 ans que je vais me mettre à faire ce changement-là. Donc en fait, tout s'alignait un petit peu et quand on rationalise un petit peu tous les doutes qu'on peut avoir, qu'on devient un peu plus rationnel, on se dit, bon, quel risque tu prends? Au pire, t'as Pôle emploi qui est en soutien quand même, tu peux retrouver un boulot et finalement, c'est pas si dangereux que ça, quoi. Et comment ont réagi tes parents à ta reconversion? Alors mes parents, c'est un peu compliqué parce que
Je vais pas dire qu'ils ont mal réagi, mais je pense que quand on est parent, on se fait un idéal pour nos enfants. Et que bon, moi, j'ai été le dernier de la famille et j'avais fini les études, j'avais un beau poste dans une belle boîte, ça marchait plutôt bien, j'avais des responsabilités, etc. Et donc, je pense qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? En fait, c'est bon, il a fait 5 ans d'études et au bout de 3 ans et demi, 4 ans, il choisit de bifurquer sur autre chose. Enfin, pourquoi, quoi? Et donc, la réaction, ça a dans un premier temps été ça. Et en plus de ça, bon, bah, le fait est que j'ai choisi un secteur qui est assez obscur. Et donc, pour eux, c'était complètement abstrait. Qu'est-ce que j'allais foutre dans ce domaine un peu particulier, quoi. Donc, il y a eu cette double vague. Et au début, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Après coup, je pense qu'ils ont compris que j'étais pas heureux dans ce que je faisais avant. Mon père lui-même a connu X reconversions, donc il ne peut que comprendre. Et donc voilà, ça s'est passé au final. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu compliqué. Ouais. Ça fait combien de temps aujourd'hui que tu t'es reconverti? Ça fait 1 an et demi, ça va faire 2 ans bientôt. Ouais, petit à petit, c'est de plus en plus facile. Et c'est vrai que les crypto-monnaies, parfois, il y a un côté un peu charlatan. Enfin, tu vois, c'est un peu mal perçu, je pense, de la société. On a l'impression que justement, avec toutes ces histoires de j'ai investi une fois et j'ai gagné énormément, ça remet un peu en question toute la dimension, bah, justement, science, technique que toi, tu mets en avant. Comment tu as fait face justement peut-être un peu à tous les jugements que tu as rencontrés, j'imagine de la part de tes amis, des gens que tu rencontrais, de tes anciens collègues? Comment tu as fait face à ces jugements sur, voilà, le monde des crypto-monnaies? Alors mes collègues finalement n'ont pas trop réagi. Ils se sont dit bon bah, j'y connais rien quoi, mais cool, enfin va à fond, etc. Puis ça faisait qu'un an que j'étais avec eux. On avait été énormément en télétravail, donc on peut pas dire que j'avais un lien relationnel qui était exceptionnel. Mes amis ont plutôt été dans le soutien, même si certains comprenaient pas trop, mais je pense que j'ai beaucoup d'amis justement dans le droit. Il y en a beaucoup qui se remettent en question sur leur choix de carrière, donc même si le sujet leur parlait pas trop, ils ont plus ou moins compris. Ce qui est un peu plus compliqué, je pense, ça vient plus des gens que je rencontre dans la vie de tous les jours et à qui je dois expliquer que je travaille dans ce secteur-là. Il y a énormément d'a priori, souvent à juste titre, parce qu'il y a énormément d'arnaques, de charlatans, comme tu dis, etc. Et donc, bah, c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué d'expliquer. On a une sorte de ah, ok, tu fais ça. Et tout le monde a tout plein de clichés sur ce sujet qui sont plus ou moins vrais. Et donc, ben, mon approche, c'est d'essayer de leur expliquer que ce que je fais, c'est pas l'influenceur sur TikTok qui va vendre une formation pour faire x100 sur son portefeuille. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Moi, finalement, l'aspect investissement, c'est pas du tout mon travail. Donc, la spéculation, j'y touche pas au quotidien. Ce que je touche vraiment, c'est l'actualité à travers le média et puis c'est la technique à travers le consulting. Donc, j'essaye d'expliquer ça. Malgré tout, ça passe pas toujours. J'ai l'impression que si je disais que je travaillais dans le secteur de l'armement, ça passerait mieux auprès de certaines personnes. Mais c'est comme ça, je peux pas convaincre tout le monde et mon boulot, c'est de toute façon d'être dans l'éducation et la vulgarisation sur toutes les activités que je peux avoir. Donc, c'est normal de le faire aussi. Et est-ce que tu as l'impression que tes réponses ont changé? Je dis ça parce que bon, moi, en tant que, voilà, créatrice de contenu influenceuse, je sais qu'au début, j'expliquais, je disais: «Ah mais non, tu sais, les influenceurs finalement ils font ça, ils travaillent beaucoup». Maintenant quand on me demande, je dis que je travaille dans la communication puis comme ça c'est réglé. Donc voilà, je défends plus vraiment mon job et puis je me dis: «Bah tant pis, c'est pas grave, c'est pas mon job justement d'expliquer ce qu'on fait». Est-ce que toi, tu as l'impression justement que petit à petit ton discours il change aussi ou? Alors, beaucoup de gens me disent ça, justement, c'est-à-dire que je côtoie maintenant j'ai un bon réseau dans le secteur crypto, justement, et je connais énormément de gens qui font plein de choses différentes dans ce secteur. Et beaucoup de gens me disent, mais t'embête pas, enfin, tu dis simplement que tu es dans l'informatique ou dans la finance, et puis ça passe. Et beaucoup le font, et je l'ai vu en direct, et ça passe. Moi, j'ai toujours la crainte d'avoir quelqu'un qui me dit, ah bon, l'informatique, mon fils aussi, qu'est-ce que tu fais, etc. Et que finalement, le mensonge se retrouve à être un bourbier. Donc, non, je dis la vérité et simplement, j'essaye d'expliquer, de démystifier un petit peu les a priori que peuvent avoir les personnes. Je vois souvent que ça ne marche pas parce qu'on a tous nos a priori et nos clichés et que ça demande des dizaines d'heures de recherche pour aller au-delà, en effet, de ce qui va pas dans les crypto-monnaies. Il y a plein de choses qui vont pas. Mais donc voilà, je suis têtu, je continue quand même à dire que je travaille dans le secteur et puis j'essaye d'expliquer, quoi. Bon alors, la question que tout le monde se pose quand même, c'est est-ce que tu as gagné de l'argent, beaucoup d'argent depuis que tu investis? Donc ça fait combien de temps? Depuis 2017 que tu investis? Ça fait depuis 2017, ouais. Ouais. Alors, est-ce que tu as gagné de l'argent? Enfin, comment ça s'est passé pour toi un peu?
Oui, j'ai évidemment gagné de l'argent, j'en ai aussi perdu. Je suis passé par toutes les étapes de l'investisseur assez classique. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai gagné de l'argent parce que j'étais arrivé assez tôt, mais j'ai connu aussi des périodes baissières où j'aurais pu tout perdre. J'ai connu des arnaques. Je suis passé un peu par toutes les étapes que peut connaître un investisseur, encore plus dans un domaine aussi risqué que les crypto-monnaies. Donc sur l'aspect investissement, en effet, je suis en positif, mais ça ne veut pas dire grand-chose dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont arrivés tardivement et qui sont en négatif. Donc bon, c'est une part de chance d'être arrivé tôt et j'ai beaucoup appris aussi entre-temps sur le chemin pour plus faire les mêmes erreurs, quoi. Ouais. Et tu investis encore aujourd'hui ou tu fais uniquement voilà, ton job de journaliste de journaliste et de consultant? J'investis toujours, mais de façon beaucoup plus raisonnable, moins folle que ce que je pouvais faire en 2017. C'est-à-dire que bah, voilà, j'ai appris la façon dont on investit, que finalement il faut voir au long terme, que c'est ça qui est important, encore plus dans un secteur aussi volatile et risqué que les crypto-monnaies, et qu'il faut parier sur la réussite de quelques-unes d'entre elles, quoi, quand on a étudié un petit peu leur fonctionnement. Mais donc j'investis, mais de façon beaucoup plus raisonnée et moins folle que ce que je pouvais faire en 2017, quoi. Et tu conseilles encore d'investir si quelqu'un veut se lancer aujourd'hui, il peut suivre le journal du coin et puis se lancer? Alors, il peut suivre le journal du coin, comme tu veux, on le prononce comme on veut. Ah oui, Il peut pardon, excuse-moi. mais alors le jeu de mots à la base, évidemment, journal du coin, mais voilà, on dit plutôt journal du coin. Mais il peut le suivre, évidemment, parce que justement, on explique un petit peu comment tout ça fonctionne. Donc, j'invite tout le monde à se renseigner sur le sujet avant d'investir. Et sur l'intérêt d'investir aujourd'hui, bah, je donnerai pas de conseils en investissement, c'est pas mon rôle, mais je dirais que c'est une classe d'actifs qui est intéressante et qui, à mon avis, en effet, a de l'avenir pour plein de raisons, qui seraient un peu longues à développer. Mais voilà, d'abord commencer par vous renseigner, comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Ça prend un peu de temps et c'est pas grave si vous arrivez un petit peu après tout le monde. Vous pouvez commencer doucement, tranquillement, à mettre un petit peu tous les mois pour lisser votre investissement et lisser le risque aussi, quoi. Et comment tu t'es senti quand il y a eu la chute des crypto-monnaies? Parce que c'était un peu au tout début de ta reconversion. Ça a été compliqué, évidemment. Grosse remise en question. J'avais vraiment fait de beaux gains pour un étudiant. À l'époque, j'avais mis 200 euros, hein, pour être transparent sur les crypto-monnaies. J'avais vraiment zéro sur mon compte. J'étais vraiment l'étudiant un peu fauché. Et j'avais fait de beaux gains qui pouvaient vraiment me permettre d'être à l'aise pour mes activités hors études pendant un moment, quoi. Donc j'ai évidemment beaucoup perdu et ma réaction ça a été de me dire ok, ça peut pas recommencer, il faut que je sois un minimum plus rigoureux et que je comprenne un peu comment ça fonctionne, sinon je vais toujours me faire avoir entre guillemets, quoi. Donc ma Ouais. réaction c'est de se dire il faut que je travaille tout simplement. Mais je voulais dire, l'année dernière, quand il y a eu un peu la chute des crypto-monnaies, tu venais juste de te reconvertir. Mmh. Comment tu l'as vécu ça? D'ailleurs, tu as été interviewée par la télé pour donner ton avis sur le sujet. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Parce que c'était au début de ta reconversion, tu aurais pu te dire: «Bon mince, ça va pas trop». Finalement, c'était peut-être un effet de mode et puis maintenant c'est terminé, quoi. Non, j'ai pas de doute sur le fait que c'est passager comme chute entre guillemets, et j'ai pas de doute sur la viabilité du secteur à long terme. J'ai la certitude qu'il y a 99% de ce qui est créé qui ne sert à rien, ça c'est sûr, mais j'ai la certitude qu'il y a aussi plein de choses intéressantes et que ça va continuer. Et donc finalement cette chute-là, je l'ai vécue beaucoup moins difficilement qu'en 2018, 2017. Parce que je l'avais déjà vécu et parce que j'ai la conviction que c'est simplement de la spéculation court-termiste et qu'on a eu des excès de toute façon liés à la vague Covid qui a été vecteur d'énormément d'impressions monétaires qui ont profité aux marchés financiers, hein. Il n'y a pas que les crypto-monnaies. Et donc l'ensemble des marchés a en effet corrigé à peu près au moment où je me suis reconverti. Et donc je suis arrivé à un moment un petit peu délicat, mais voilà, ça n'a pas été vraiment une difficulté pour moi. Mes investissements ont pris un petit coup évidemment, mais j'ai investi au long terme, donc c'était pas trop grave. Ouais, tu l'as bien vécu. Alors, tu es devenu un expert en quelques années des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, tu es speaker à beaucoup de conférences, événements. Alors, tu me corriges si je dis pas bien les noms, mais par exemple, tu as fait Surfing Bitcoin, MediaMerge, Crypto XR. Donc, c'est quand même impressionnant hein, parce qu'en quelques années, tu es vraiment devenu expert sur le sujet. Et ce que je trouve intéressant avec ta reconversion, c'est que la première chose qu'on se dirait, c'est ah, je vais investir dans les crypto-monnaies, je vais faire mon argent comme ça. Et finalement, tu arrives à en vivre d'une autre manière qui est voilà, en devenant journaliste, speaker, consultant avec ta société Yellow Consulting. Comment tu organises aujourd'hui ton activité entre voilà, tout un peu toutes les cordes que tu as à ton arc?
Ça, c'est un peu compliqué. C'est justement un point sur lequel je dois m'améliorer, c'est l'organisation et réussir à répartir un petit peu tout, si tu veux. C'est-à-dire que, par exemple, mon compte Twitter aujourd'hui ne me rapporte pas d'argent parce que j'ai choisi de pas accepter de partenariat parce que justement, ils sont souvent très risqués liés à l'investissement et j'ai pas envie d'envoyer une communauté dans le mur. Donc, j'en ai accepté 3, 4 peut-être en 2 ans maintenant. Mais c'est pas du tout une activité qui me rapporte quelque chose. On m'a proposé des sommes énormes, mais c'est pas quelque chose qui me rapporte. Donc ça, c'est plus une part de mon activité qui va être du plaisir et qui va être finalement aussi un moyen de se créer un réseau parce que j'ai rencontré énormément de gens par ce biais-là et que c'est finalement la chose qui était à l'origine de toutes mes opportunités dans le secteur. Donc je continue quand même de tenir ce compte-là, mais ça, c'est un petit peu du plaisir. Et après, j'ai en effet mon activité en tant que consultant et mon activité aux médias. Et là, il n'y a pas de secret, c'est beaucoup de temps passé, parfois des week-ends aussi à rattraper le retard sur certaines choses. Et l'organisation au sein d'une journée type, elle est compliquée parce qu'il y a souvent des imprévus. J'ai tendance à dire que dans l'écosystème des crypto-monnaies, il se passe en une journée ce qui se passe en un mois autre part. Donc autrement dit, il se passe énormément de choses en peu de temps. Et donc, c'est souvent du dernier moment, encore plus dans un média où on est obligé de gérer l'urgence, de gérer la breaking news, entre guillemets. Et donc, voilà, c'est un petit peu le point sur lequel j'aimerais trouver vraiment un cadre un peu plus strict pour consacrer un peu plus de temps aussi à ma vie personnelle, quoi, tout simplement. Et donc, tu es aussi cofondateur de Yellow Consulting. On n'en a pas trop parlé encore, mais du coup, c'est une société qui fait des due diligence sur les crypto-monnaies. Alors, comment ça se répartit? Est-ce que tu en fais beaucoup? Est-ce que tu en fais de temps en temps? Qui sont tes clients un peu? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, en effet, ce qu'on propose, c'est tout simplement une prestation de service à des clients donc en B2B. Donc, on a par exemple des sociétés qui veulent passer des partenariats avec d'autres dans l'écosystème et qui ont besoin de vérifier l'intégrité ou la qualité du projet avec lequel ils vont signer ce partenariat. Et donc, nous, on se propose en tant que consultant de leur apporter notre expertise pour mener une analyse sur ce client, détecter d'éventuels manquements éthiques, détecter des failles dans le projet, des choses qui pourraient nous dire que ce projet n'est pas voué à réussir. On a aussi des fonds d'investissement qui nous contactent et qui, par exemple, souhaitent investir dans l'écosystème et qui voilà, ne connaissent pas obligatoirement son fonctionnement et qui ont besoin de savoir la qualité des projets dans lesquels ils souhaitent investir. Et donc, nous, on leur propose une analyse sur plein de points différents. Donc, c'est un peu le pont avec ce que je faisais aussi dans mon ancien métier, quand même, parce que quand j'étais Ethics and Compliance Officer, donc responsable éthique et conformité, j'avais comme responsabilité aussi de mener ce qu'on appelle des due diligence sur les tiers avec lesquels NJ, la société pour laquelle je travaillais, interagissait. C'est-à-dire que j'allais vérifier qu'il n'y avait pas tel manquement en termes de corruption, en termes de droits humains, etc. Donc là, c'est un peu ce que je propose, mais appliqué à l'écosystème des crypto-monnaies. Et donc, comment j'organise un petit peu mes journées vis-à-vis de ça? On a en effet des clients qui viennent nous faire des demandes. C'est un petit peu au compte-gouttes. On a aussi signé un partenariat beaucoup plus long terme qui va nous apporter plus de dossiers au quotidien. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est pas mon activité principale, loin de là. C'est plus un side business qui me permet aussi de faire autre chose dans le secteur crypto, de proposer autre chose, de me faire connaître aussi sur d'autres points. On est aussi dans une période un petit peu plus compliquée pour le secteur, donc il y a moins de demandes, les projets sont moins enclins à dépenser de l'argent pour mener des due diligence, c'est pas la priorité pour eux. Et tant qu'on n'aura pas d'obligation légale de le faire, comme on peut en avoir parfois dans des domaines plus classiques, c'est-à-dire ce que je faisais dans mon précédent métier, c'est vrai que la demande restera assez faible. Donc voilà, c'est plutôt un side business que je développe, qui marche tout à fait correctement, mais qui n'est pas mon activité aujourd'hui principale. Alors, parce que ton activité principale, c'est d'être directeur des opérations au Journal du Coin. Comment ça se passe un peu donc, eux, ils t'embauchent en freelance, tu as un contrat à long terme, parce que c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on a reçu pas mal de journalistes. Tu as un poste qui est plus élevé, mais c'est très, très difficile de vivre du journalisme. Donc, ça, c'est un petit peu apparenté puisque c'est quand même un journal. Donc, comment ça se passe pour toi? Tu en vis bien? Comment ça s'est un peu mis en place, votre partenariat? Alors dans un premier temps, du coup, j'écrivais des piges, donc en effet, tu gagnes pas grand-chose, hein. Moi, j'étais payé au mot, Ouais. c'est-à-dire qu'on fait des articles de X mots et on est payé 5 centimes du mot peut-être, et donc c'est pas grand-chose, quoi. Donc ça, c'était le premier point, et puis après, je suis monté un petit peu en puissance, j'ai fait plus d'articles. J'ai fini aussi par accompagner mon rédacteur en chef dans l'organisation d'un sommet en Polynésie, et ça a été un peu un game changer pour moi, parce que j'ai rencontré énormément de gens là-bas, j'y suis allé du coup. Ça s'est très bien passé et sur place, j'ai eu l'opportunité du coup de passer comme chef de projet au journal. Donc là, cette fois, je ne faisais plus seulement de la rédaction d'articles, mais je faisais de la gestion de projet tout simplement pour développer les activités du média.
Et donc, c'était toujours en freelance. Je suis toujours freelance aujourd'hui, même en tant que directeur des opérations. Mais j'avais réussi déjà à avoir une entrée d'argent un peu plus importante. Et donc, les choses se sont poursuivies, ça s'est bien passé. Et il y a 3-4 mois à peu près, je suis passé Chief Operating Officer, comme on dit en anglais, directeur des opérations. Et donc là, j'ai aussi eu un petit gap en termes de salaire, en effet. Je suis toujours en tant qu'entrepreneur et j'atteins aujourd'hui à peu près en net ce que je gagnais quand j'étais juriste au sein d'Engie, quoi. Donc c'est compliqué et c'est vrai que c'est encore plus compliqué quand on couvre un secteur qui est très volatile. C'est-à-dire que on est dépendant de l'intérêt du grand public pour nos sujets parce que nos partenaires vont être enclins à payer des publications sponsorisées sur notre média lorsqu'ils savent qu'il y a beaucoup de lecteurs qui vont les voir. Donc quand il y a moins d'intérêt, évidemment, on a moins de revenus pour le média. Quand on a moins de revenus, on peut payer moins de journalistes. Et donc ça devient assez rapidement compliqué. Moi, j'ai réussi à m'en sortir en essayant de devenir indispensable aux médias. Et j'espère que c'est devenu le cas. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis très content de ce que je fais. C'est hyper diversifié. C'est des activités qui vont parfois de la rédaction à la gestion d'équipe, à la gestion de projet, aux gestions aussi des partenariats du média. Je fais le pont avec la directrice, avec la responsable de publication, la rédactrice en chef au quotidien par rapport à la qualité de la rédaction qui est menée. Bref, c'est très diversifié et hyper enrichissant. Donc, c'est plus vraiment un poste en effet de journaliste pigiste comme ça pouvait l'être au début. Et alors, c'est quoi le profil type un peu des personnes qui travaillent dans les crypto-monnaies? Alors voilà, ce que tu dis que tu connais beaucoup de monde, voilà, qui travaille dans ce domaine. Est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce que c'est très varié? Alors, c'est très, très varié. Il y a évidemment un gros socle d'ingénieurs, développeurs informatiques, qui, eux, vont vraiment Ouais. être dans les rouages techniques de chaque projet. C'est-à-dire que voilà, c'est plutôt une évidence de leur côté. Si aujourd'hui, j'étais développeur, j'irais sans doute sur les sujets blockchain et crypto-monnaie, parce qu'il y a énormément de boulot, il y a énormément de recherches qui sont faites et tout évolue à une vitesse absolument phénoménale. Donc ces gens-là ont toute leur place et ça, c'est un petit peu le poste évident. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont reconverties. Donc ton podcast parlerait à beaucoup de personnes. En interne, au sein du média, on a des journalistes qui sont des anciens professeurs d'école, qui faisaient les marchés le week-end, qui étaient ingénieurs mais pas du tout développeurs, qui étaient parfois juristes comme moi. Bref, on a vraiment de tous les profils, c'est très très diversifié. Et quand j'étais par exemple dans ma formation chez Alira Blockchain, la formation que j'ai suivie, il y avait aussi par exemple quelqu'un qui était plongeur en bouteille. Tu vois. Donc, c'est vraiment, je pense qu'à la base, ça part d'une passion, des gens qui se forment et qui arrivent finalement à apporter de la valeur au secteur d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a pas de formation type pour y arriver. Et c'est plutôt masculin et quel âge à peu près? C'est plutôt masculin, évidemment, hein. Malheureusement, dans le secteur de la finance et de la tech, c'est souvent masculin. Alors, il y a des femmes quand même, hein, il y en a même pas mal, mais c'est plutôt masculin. Et au niveau de l'âge, je dirais que la moyenne est peut-être autour des 35 ans. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans ton nouveau job, dans ta reconversion dans les crypto-monnaies ou dans ton quotidien d'entrepreneur? Est-ce que voilà, tu as eu une surprise un peu dans ta reconversion? En fait, si tu veux, ce qui m'a surpris, c'est de quitter le cadre très vieux d'une vieille boîte française telle qu'Engie. Voilà, Engie avant c'était GDF Suez, donc c'est une boîte qui a des dizaines d'années et qui du coup suivait un fonctionnement un peu à l'ancienne, assez hiérarchisé, voilà, avec des gens qui sont là depuis 30 ans dans la société, qui ont tout vu changer, mais qui en même temps sont pas toujours enclins au changement. Ça, c'était quelque chose qui m'avait marqué, que je voulais quitter. Et en rejoignant en effet le média notamment, j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus horizontal au niveau du management, un esprit beaucoup plus start-up qui est évident, hein, parce qu'on est moins, on est aujourd'hui une vingtaine à peu près de collaborateurs. Et donc ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est-à-dire que j'ai une autonomie qui est complète, j'ai une façon de communiquer qui passe beaucoup moins par le mail, mais beaucoup plus par la messagerie instantanée. Il faut régler un souci, on met pas une réunion dans 10 jours, on le fait tout de suite. Et donc ça change la vie parce qu'on est beaucoup plus efficace en fait. Et il y a moins d'inertie au changement, si tu veux, c'est beaucoup plus simple. Donc ça m'a marqué et c'est quelque chose que j'apprécie au quotidien, quoi. Le côté finalement, on peut changer les choses rapidement, quoi. Et alors, ça serait quoi ton plus grand rêve professionnel aujourd'hui? Comment tu vois un peu ton avenir et de quoi tu rêves? Écoute, c'est une très bonne question parce que je me la pose pas. Donc, je ne sais pas. Je pense que je suis quelqu'un d'ambitieux, mais sans non plus me fixer des objectifs fous. Et c'est pour ça justement que les choses se sont plutôt enchaînées de façon naturelle.
Donc, j'ai simplement envie d'évoluer dans ce que je fais, de continuer à être heureux dans ce que je fais. C'est le principal aujourd'hui pour moi. Et évidemment, de continuer à développer mes activités, de suivre l'évolution aussi de ce secteur qui est absolument passionnant. Enfin, moi, il y a une grosse part aussi de mes activités qui sont finalement de la formation encore aujourd'hui, de la veille quotidienne, parce que on est en plein changement constant, parce que on est sur plein de thématiques qui sont pas des connaissances que j'ai acquises à la base. Et donc, j'ai envie de continuer à apprendre sur cette technologie, sur ce qui se passe, et être encore plus à même de l'expliquer à l'avenir, parce que je pense que ça a de l'avenir. Donc voilà, j'ai pas un idéal de poste ou d'objectif entrepreneurial, mais je dirais que c'est ça, c'est continuer à mieux comprendre et être plus à même de l'expliquer à l'avenir. Après, c'est marrant parce que je pense que finalement, quand on est heureux de là où on est, on se pose moins de questions finalement. Quand même, j'ai l'impression que si tu te mets un objectif un petit peu de, je sais pas, avoir une boîte qui a un chiffre d'affaires de temps, etc., bah, c'est un peu une chimère. C'est-à-dire que tu vas toujours courir après quelque chose. Et je pense que c'est le propre des grands entrepreneurs, c'est qu'ils courent toujours après quelque chose, mais je suis pas sûr qu'ils trouvent finalement la satisfaction. Moi, la satisfaction, je l'ai aujourd'hui dans ce que je fais. Je suis très heureux. J'ai envie que ça évolue, évidemment, hein. Mais pour le moment, tout va bien et let's go, entre guillemets, quoi. Il y a qu'à continuer, quoi. Ouais, tu profites. Et alors, si tu pouvais revenir en arrière, qu'est-ce que tu changerais à ton parcours? Très bonne question. Je pense que je changerais rien. Je pense que je changerais rien parce que même s'il y a eu des moments compliqués, des doutes, peut-être des années qu'on considère comme perdues parce que j'ai fait du droit alors que c'était peut-être pas ma passion, etc. Je pense que si j'en suis arrivé là aujourd'hui, c'est parce que finalement j'ai fait les choix que j'ai fait juste avant. Et donc cette réflexion qui m'a mené, enfin tout ce qui m'a mené à cette réflexion et à ce changement, bah c'était nécessaire. J'ai pas eu non plus de moments très compliqués, hein. J'ai eu voilà des moments où j'étais un peu jeté dans le bain à mes débuts chez Engie avec ma chef qui démissionne au bout d'un mois et je me retrouve à prendre son poste. Enfin, c'était vraiment assez compliqué, beaucoup de responsabilités, c'était dur, mais ça m'a aussi permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Mes études de droit m'ont apporté des qualités rédactionnelles, des qualités au niveau oral aussi, qui me permettent finalement d'être reconnu dans ce que je fais aujourd'hui. Donc tout était bien, tout s'est bien goupillé et je suis vraiment content de comment ça s'est passé. Je changerai pas grand-chose, pour être honnête. Alors, dernière question, c'est maintenant la nouvelle question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je sais pas si on me l'a donné, mais c'est quelque chose que j'observe au quotidien. Et c'est quelque chose qui m'inspire parce que c'est un peu contre nature pour moi. C'est-à-dire que c'est un vrai challenge de tous les jours. En gros, je pense que quand on fait des études de droit, notre rôle, c'est de trouver les problèmes, ou de les résoudre, mais en tout cas les trouver. Et donc, j'ai tendance, et je pense que j'étais comme ça aussi naturellement, à toujours voir les problèmes, anticiper les problèmes, intellectualiser chaque sujet pour se dire, OK, là, on va faire tel choix, mais il y a telle problématique, etc. C'est bien sur certains points, et ça permet d'anticiper certaines choses et d'y faire face. Et c'était vraiment utile dans mon métier de juriste. Mais aujourd'hui, ce que je remarque des gens vraiment qui sont inspirants et que je rencontre et où je me dis, OK, ces gens-là, ils envoient du lourd en termes d'entrepreneuriat, en termes de vision, en termes d'engagement dans ce qu'ils font, c'est qu'ils voient toujours la solution et pas le problème. Le problème, il vient après et on le règle par la suite s'il faut, mais il n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Et donc ça, c'est vraiment un challenge de tous les jours. J'ai évolué, je pense, sur ce point-là, mais j'essaye encore de m'améliorer parce que c'est un travail constant, quoi, si tu veux. Après, je pense qu'aussi, ça vient aussi de la société française quand même. Il y a un côté très voir les problèmes, voir le négatif, le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Complètement. Je pense que justement, dans les crypto-monnaies, il y a un esprit assez entrepreneuriat américain. Donc ça s'imprime un petit peu sur les gens que je peux rencontrer et automatiquement, ça joue sur ma façon de voir les choses aussi. Donc en effet, en France, on n'est pas voué à avoir cette vision des choses. L'échec est vu comme quelque chose de terrible. Non, c'est pas très grave. Et quand on rationalise, justement, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, quand on rationalise, on se rend compte que, bon, au pire, si ce problème survient, il y a une solution. Ouais. Et après, je pense aussi que ça vient du fait que on a l'impression que si on anticipe beaucoup les problèmes, rien ne peut nous arriver. Parce qu'on aura tout prévu, ou alors on se sera fait tellement les films dans notre tête de c'est horrible qu'une fois que l'horrible arrive, bah, on ne le vit pas si mal puisqu'on l'a déjà vécu dans notre tête. Donc je pense qu'il y a un petit côté de prévention. Est-ce que toi, tu penses que bah justement, ta façon de voir les choses maintenant, ça a changé quelque chose par rapport à ça? Tu te prends plus des coups durs? Comment ça se passe pour toi? Je sais pas si en fait on anticipe vraiment les problèmes ou si on se fait du mouron et que du coup on n'agit pas. Tu vois, c'est aussi ça. C'est-à-dire que
il y a beaucoup de gens qui vont finalement anticiper le problème et en fait, à force de l'avoir anticipé, ils vont même pas passer à l'action pour et ce problème ne va pas surgir en effet parce qu'ils ne ont même pas permis qu'il surgisse. Donc aujourd'hui, moi, encore une fois, c'est encore un challenge et tous les jours, j'essaye de m'améliorer sur ce point-là. Mais je dirais qu'en effet, j'essaye de me dire que chaque situation qui peut survenir n'est qu'une étape vers autre chose et vers la réussite et qu'il y a toujours une solution quand on y réfléchit vraiment. Donc c'est comme ça que je vois les choses, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Je pense que c'est une très bonne façon de voir les choses et c'est un super conseil. Merci beaucoup Antoine, donc on peut te retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Esprit Cryptique. Donc je mettrai tous les liens pour les auditeurs. Un grand merci pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi Clarisse. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.